Mais je sais pas mentir en vrai. C'est pas 2 décisions qui vont faire la différence, c'est les 250 décisions que tu vas prendre dans la journée. Et j'ai l'ambition personnelle de me rechallenger dans le poker, savoir si ce que je suis capable aujourd'hui. L'entrepreneuriat, de toute façon, c'est que du bluff. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solveo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solveo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solveo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Benjamin Pollack, tu es classé 3e meilleur joueur français de la All-Time Money List, donc de toute l'histoire du poker. Tu as gagné des centaines de milliers d'euros au poker en ligne sous le pseudo Magic Deal. Tu as gagné plus de 13 millions de dollars en live dans les plus gros tournois du monde. Tu finis 3e des championnats du monde de poker à Las Vegas en 2017. Tu es passionné de magie, de préparation mentale, de coaching et de nouvelles technologies. Quand je regarde ta carrière, je vois des moments creux parfois, des moments de doute peut-être, mais surtout une capacité à revenir à chaque fois plus fort. Alors dans cet épisode, on va essayer de comprendre avec toi comment dompter le hasard, comment le coaching mental impacte la performance et les secrets d'un performeur au plus haut niveau de son art. Je pense qu'on va pouvoir se dire ça. Benjamin, bienvenue dans Route. Merci de m'accueillir. Déjà, c'est un honneur de venir avec vous et c'est super chouette de vous retrouver dans ce podcast. Donc, tu connais le concept, on va pas te faire raconter tes souvenirs, un petit peu, pas trop. On va essayer de surtout comprendre, creuser, fouiller. Qu'est-ce qui fait la performance ? Si tu veux sauter une question, tu as droit à un joker. T'en as qu'un. Je peux utiliser à bon escient. Comment ça va, Joker ? Ouais, il l'utilise pas trop vite. On va commencer par une question soft pour essayer de t'éviter d'avoir utilisé le joker, mais on va monter progressivement. Okay. Et la première, c'est déjà quand on regarde ton parcours qui est fait de beaucoup de choses et on n'est pas obligé de se restreindre et même on va s'obliger peut-être à parler d'autre chose que de poker uniquement. Qu'est-ce qui, toi, te rend le plus fier quand tu regardes en arrière ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs aspects. Il y a une fierté professionnelle, une fierté personnelle. Dans la fierté professionnelle, je pense, c'est d'avoir évidemment atteint cette table finale du main event et surtout de l'avoir atteint dans les conditions dans lesquelles je l'ai faite, c'est-à-dire j'étais complètement détaché. Je pense dans la meilleure état d'esprit que j'ai pu être dans toute ma carrière et ça a été pendant ce main event et pendant cette table finale. J'ai eu un détachement extrême. Et ça avait été dû à un gros travail sur moi auparavant, à beaucoup de méditation et un lâcher-prise complet. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à aller chercher ce résultat-là. Et j'en garde un super souvenir. Voilà. Tu as essayé de le reproduire, cet état mental ? Alors, je l'ai reproduit. En fait, j'ai eu un gros rush dans le poker en 2017, 18 et 19. Et en fait, ça a été j'ai surfé un peu sur cette vague mentale dans laquelle j'étais. J'étais super bien accompagné. J'ai eu un environnement super. J'ai eu mon coach sportif qui m'accompagnait déjà depuis 5 ans. J'ai eu un coach mental également qui m'accompagnait. J'ai eu un coach spirituel également à ce moment-là, avec qui je faisais du yoga, avec qui je faisais beaucoup de travail respiration le soir. Il m'apprenait à faire des rêves lucides, avec des travails de respiration avant de dormir, pour pouvoir travailler sur mes rêves, travailler sur mon état psychologique du moment. Et de se sentir entouré, en fait, ça crée un petit cocon safe dans lequel tu te sens bien. Et c'est très important dans le poker parce que c'est très... c'est très compétitif. Il y a beaucoup d'adversité dans le poker et tu te sens très vite un peu seul dans le circuit. Et moi, d'avoir créé ce cocon-là, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir les étoiles se sont alignées à ce moment-là et c'est là où j'ai performé le mieux, quoi. Tu n'avais eu pas d'équipe de poker à ce moment-là, contrairement à toi qui étais hyper accompagné dans une équipe. Tu étais seul à ce moment-là ? J'étais avec BetClick depuis 2013. J'étais sponsorisé par BetClick. Équipe, c'est gros parce que j'étais avec Tony Parker à l'époque. Ouais. On avait fait une séance photo ensemble, mais on n'était pas une équipe à proprement dit, à soutenir, à vouloir le succès de l'autre, en fait. Les seules personnes autour de moi qui vraiment me soutenaient, ça a été ma famille, mes 2-3 amis proches, et ce groupe un peu de travail que j'avais créé autour de moi, c'est-à-dire mon coach sportif, à qui je parlais, évidemment, qui souhaitait le meilleur pour moi, mon coach mental, mon coach que j'appelle spirituel, mais ami aujourd'hui, quoi.
Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? C'est des choses que tu te dis, tu as conscientisé? Ou c'est juste être dans des bonnes dispositions? Tu saurais dire l'impact que ça a eu? En fait, mon coach mental, je sentais qu'au début, ça faisait bien de parler. C'est comme un psychologue orienté performance. Donc, tu parles de toi, tu parles de tes erreurs, de tes doutes. Et c'est une oreille bienveillante. Et il y en a peu autour de toi. Surtout dans le business, c'est très rare d'avoir une oreille comme ça. Et tu le trouves que, à mon avis, dans le coaching mental en général, quelqu'un qui t'écoute et qui sait t'orienter. Et c'est cette bienveillance-là qui fait du bien, je pense, et qui peut t'aider à avoir plus confiance en toi, quoi. J'entends un truc qui, je crois que ça nous a pas choqué parce qu'on connaît très bien le milieu, mais je crois que nos spectateurs doivent être complètement tombés de leur chaise. Tu parles d'un coach spirituel, d'un coach mental, d'un coach sportif. Tu parles pas de coach technique. Pour un joueur de poker qui est un jeu mathématique hyper technique, beaucoup plus que ce que le grand public pourrait penser d'ailleurs. T'as pas de coach technique à ce moment-là quand tu fais 3e au championnat du monde? Non, c'est une bonne question. En fait, la technicité au poker, je l'ai appris en jouant pendant toutes ces années. J'ai essayé de me faire coacher, mais en réalité, il y a des bases techniques qu'on connaît tous, mais c'est un jeu où il faut essayer de prendre évidemment la meilleure décision possible. T'as beau avoir les bonnes bases techniques, si t'as pas un bon jugement de la situation, bah, la réponse que tu vas y accorder va être mauvaise. Et pour avoir un bon jugement de la situation, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans ses pompes, il faut être lucide. Et j'ai essayé de travailler cette lucidité et travailler la lucidité dans les longues périodes de temps. Donc pour être lucide sur 10 heures, il faut être en forme physique. Ça paraît un peu déjà normal. Parce que je voyais déjà dans les gros leaks, les grosses erreurs que je voyais chez mes adversaires, c'était la grosse fatigue en fin de journée, notamment après le dinner break parce qu'ils mangeaient. Et je sentais la posture changer, la prise de décision était nettement moins précise chez l'adversaire. Et je me dis, mais autant travailler ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé finalement à faire du sport pendant le dinner break, à pas manger à ce moment-là, ou du moins à grignoter 2 heures avant, et à faire une séance de sport, une séance de méditation pour être performant les 3-4 dernières heures de la journée. Tu l'as vérifié là, ça? C'était vraiment le moment où tu montais le plus de jetons? Ouais. Bah, c'est là où déjà les blindes sont plus chères dans la journée, et c'est là où les gens font des erreurs. Et ils ont moins conscience de ce qui se passe à table, et finalement, ils s'accordent un peu les erreurs parce qu'ils sont juste moins présents qu'avant, quoi. Quand tu dis ils, c'est les pros ou les amateurs ou les deux? Tous, ouais. Moins aujourd'hui, moins 2025, parce que maintenant ils font les efforts. Je le vois, hein. J'ai arrêté de jouer entre 2020 et 2023-24, et les mêmes joueurs, je vois, ils ont pris 10 kilos de muscles, ils sont affûtés, ils ont changé, quoi. Ils t'ont copié. Ils ont copié le modèle, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est inévitable. C'est la loi darwinienne, je me souviens, pour le coup, l'équipe Winamax, c'était ça, s'était entouré. On va avoir dans le podcast notre coach sportif de l'époque, même si on a tous suivi avec plus ou moins d'assiduité, mais ça a apporté énormément. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, parce que ce ne sont que des prises de décision et des calculs de risque. Et donc, on voit que même à très très haut niveau, en fait, ce qui fait la différence, c'est dans quel état je suis quand je prends la décision et quel contexte je me mets autour de moi. Et du coup, peut-être ce serait intéressant que tu parles peut-être des concepts de A-game, B-game, C-game au poker qui peuvent peut-être bien illustrer ça. Ouais, bien sûr. Ce qu'on appelle le A-game, c'est le jeu, ou du moins le jeu que tu vas apporter dans les meilleures conditions. Et là, c'est là que tu vas apporter les meilleures décisions possibles. Ce qu'on appelle B-game, C-game, c'est finalement les moments où tu vas te sentir un peu moins bien, un peu moins frais. Tu vas prendre une décision qui va être qui va te sensiblement croire qui est bonne sur le moment, mais qui ne l'est pas vraiment, et que en y réfléchissant 2-3 heures après, tu vas te rendre compte que c'était une erreur. Et quand tu joues ton A-game, c'est ce qu'on appelle être dans le flow de la partie, comprendre réellement la metagame, et c'est là où tu prends les meilleures décisions, quoi. Est-ce que tu dirais que, si j'entends ce que tu dis correctement, la technique c'est hyper important jusqu'à un certain niveau, mais quand tu as atteint un certain stade, toute la différence entre le bon joueur et le grand joueur se fait sur le mental, en fait, et plus du tout sur la technique. Ouais, sur la durée. Parce que c'est un marathon, le poker, le poker de tournoi, et même le cash game en général. C'est pas 2 décisions qui vont faire la différence, c'est les 250 décisions que tu vas prendre dans la journée. Et quand je dis décision, ça va être simplement une fois jeté les cartes UTG, tu as jeté 7 et 3, mais ça reste une décision. Et pour prendre des bonnes décisions sur une période de temps si longue, c'est pas évident. Déjà, d'être concentré pendant plus de 30 minutes d'affilée, c'est très compliqué. Et c'est ce que je travaille avec mon coach mental, c'est de s'accorder des temps faibles
des moments de respiration, des moments où tu ne vas pas jouer, où tu vas moins te concentrer juste pour récupérer. Et après, revenir dans la partie, c'est essayer de gérer les temps forts et les temps faibles, ce qu'on peut également reconnaître en magie. On va en reparler peut-être tout à l'heure, mais mais et voilà. Et c'est cette gestion-là, en fait, je pense, qui a fait la différence et de comprendre comment marche l'humain, en fait. Et on est tous pareils, et de comprendre ses erreurs et finalement voir que les erreurs que j'ai pu faire et que je peux commettre au quotidien, ben, les autres vont peut-être le faire. Et c'est là où il faut essayer de les repérer et en même temps de ne pas les faire. Voilà. Au poker et dans ta carrière, tu n'as pas fait que jouer, donc tu as du coup identifié, réussi à trouver un sponsor. Ouais. Tu as apporté des choses et puis après, depuis, tu as donc une sorte de capital. Comment tu vois les choses au-delà d'être joueur de poker? Qu'est-ce que tu as fait avant, pendant, après pour en arriver là où tu en étais? C'est-à-dire de avant le poker à maintenant ou de après le poker à maintenant? Aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu te définis encore comme joueur de poker? Et en tant que joueur de poker, comment tu as imaginé la longueur de ta carrière? Est-ce que c'est planifié, par exemple, de trouver un bet click? Est-ce que c'est du hasard? Non, je l'ai un peu poussé, mais c'est marrant parce que je me suis jamais considéré comme joueur de poker. Okay. Je me suis toujours considéré différent, peut-être dans ma manière de faire les choses, mais j'ai été joueur de poker en réalité, parce que c'est ce que je faisais tous les jours. Mais je faisais les choses différemment. Donc je me considérais pas comme joueur de poker à proprement dit, mais en réalité je l'étais. Et le sponsor, je suis allé le chercher. J'avais fait un concours en 2012, il me semble, que j'avais gagné pour gagner le premier contrat chez BetClick. On était d'ailleurs chez Barrière 1 an et demi avant. Ouais. Et évidemment, c'est un coup de pouce dans la carrière. C'est un coup de pouce financier. Tu te sens appartenir à une structure. Pour papa-maman, c'est rassurant, parce qu'à l'époque, j'étais plus jeune et j'avais pas eu les résultats d'aujourd'hui. Donc, ça rassure évidemment dans le process. Et voilà. Et tu soulèves une question aussi, c'est l'après-poker, qui est pas forcément évident, parce que finalement, c'est l'après sportif, comme un sportif de haut niveau. L'après est toujours délicat, parce qu'on s'est focalisé pendant 10 ans à faire quelque chose. Et après, quand on décide d'arrêter, on est un peu jeté dans le vide. La seule différence, c'est qu'au poker, on peut revenir, on peut finalement jouer jusqu'à 80 ans, ce qui n'est pas le cas au tennis ou au football. Donc, c'est cet avantage-là, même si le cerveau à 75 ans n'a pas la même performance qu'à 25 ans. Mais ouais, le après-poker est toujours délicat. Et pour répondre à ta question, c'est ce que je fais. J'essaie tout un peu. Quand j'ai décidé de lever le pied sur le poker, c'était au confinement 2020. J'ai touché à plusieurs choses. J'ai fait du coaching du coaching à une dizaine de joueurs de poker pendant le confinement. Coaching technique, ouais, et mental, un peu les deux. Et voilà, c'était super sympa. Après, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait un peu d'immobilier. J'ai fait d'essayer un peu au trading, qui a un gros lien avec le poker évidemment. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis papa d'une petite fille de 3 ans et tout va bien, quoi. Et j'ai l'ambition personnelle de me rechallenger dans le poker, savoir si ce que je suis capable aujourd'hui. Après tant de break, après avoir vu finalement le poker évoluer sans moi, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de revenir au niveau dans lequel j'étais avant? Je suis revenu à demi-teinte il y a 1 an et demi, et je sens que ça a piqué mon ego. D'accord. Tu vois, je sens que il y a une grosse période de doute sur moi, etc. Et je fais le travail en ce moment sur moi parce que j'ai envie de me prouver que je suis capable de revenir en réalité. Donc ce que je vais le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je tente le process. Ok, on l'aura su ici en premier. Autour de Benjamin Pollack. Tu te réentoures comme à l'époque pour revenir performant ou pas? Pas encore, parce que il faudrait. J'ai toujours quelques calls avec mon coach spirituel d'antan à qui on parle, c'est un ami. Coach sportif, j'ai pas le même qu'à l'époque, parce que j'étais à Londres à l'époque. Maintenant, je suis dans le sud de la France. Et coach mental, écoute, Pierre Gauthier, on est toujours en communication, mais plus sur le rapport de coach à élève, parce qu'on travaille sur d'autres projets ensemble, mais on est toujours en rapport. Ouais. Et lui ou un autre, qu'est-ce qui t'empêche d'en prendre un rapport? Je pourrais, clairement, je devrais. J'ai essayé un autre coach mental il y a 1 an et demi, avec qui ça n'a pas fité, parce que c'est très humain en final. Mais oui, c'est un peu, je devrais en réalité, mais bon, pour l'instant, je fais 100 et on verra comment les choses avancent, quoi. Quand on s'est vu cet été, tu m'as parlé d'un projet entrepreneurial. Est-ce que ça va être l'un ou l'autre ou les deux? Non, ça peut être les deux. Ouais. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est clair que la casquette du joueur de poker, c'est dur de renoncer, enfin de fermer une page qui a été aussi belle, alors que je pourrais encore finalement continuer la live si je le désire et si je le souhaite et si je fais le travail nécessaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à fermer cette page, et si tu reviens, qu'est-ce que tu ferais différent?
C'est une bonne question. J'ai fermé cette page parce qu'en 2019, hein, je sentais que je tournais un peu en rond dans ma carrière. C'était beaucoup de voyages, beaucoup de chambres d'hôtel, évidemment beaucoup de solitude à ce moment-là. Et j'étais paradoxal. Ouais. Et j'étais à un moment de ma vie où je sentais que j'avais envie de construire une famille, etc. Et je sentais que finalement tous mes voyages allaient à l'encontre finalement de cet objectif que j'avais au fond de moi. Et je suis rentré à Paris. À ce moment-là, il y a eu le confinement. Et donc du coup, pas de poker live. À ce moment-là, je rencontre ma femme d'aujourd'hui. On a eu un bébé et d'autres projets sont arrivés. Mais c'est vrai que je sentais... en fait, ce qui est dur, c'est de se remotiver année après année, saison après saison. Alors que tu fais toujours la même chose, qui est quelque chose qui est assez chronophage. Et moi, je vois toutes ces stars du tennis, Nadal, pendant tant d'années, a réussi à se remotiver, à être au top. C'est faramineux, mentalement. De ne pas lâcher, de ne pas s'asseoir sur un acquis, en fait. Et de toujours se remettre en question pour être au top. L'avantage et la différence, c'est que le travail en soi sur le tennis, quand tu es le meilleur, tu es le meilleur. Et quand tu travailles pour être le meilleur, tu vas être le meilleur. Ce qui n'est pas forcément le cas au poker. Tu peux attendre des années avant d'avoir des résultats, etc. Et donc, tu as une variance qui peut peut-être agacer. Et moi, à ce moment-là, j'étais au pic de ma carrière en 2019 et je sentais que j'avais du mal à remettre un coup de pied à l'étrier pour continuer et peut-être être dans le brouillard pendant un an et demi et l'accepter, alors que j'avais peut-être d'autres projets personnels à ce moment-là, quoi. Oui, peut-être une parenthèse pour les gens qui connaissent moins le poker pour bien comprendre, et je parle sous ton contrôle, oui. Mais voilà, il y a une capacité à gérer, à maîtriser du hasard qui est limitée. Donc, en jouant beaucoup mieux que les autres, on va avoir des résultats légèrement mieux que les autres. Et c'est sur le long terme que ça fait des carrières ou sur des gros tournois où il y a un moment de la réussite quand même. Mais un bon joueur va gagner 60% de ses parties et ça s'additionne sur l'année. Donc un rapport au hasard qui est assez différent. C'est comme si tous les 3 points au tennis, il y avait une lettre. Oui. Voilà, donc... Il y a quand même un lien de cause et conséquence, sauf pour les plus malchanceux, les plus chanceux. Mais dans ta carrière à toi, plus tu as travaillé, plus tu as fait de résultats. Quand tu as pris du coaching, tu as fait des résultats. Quand tu en avais marre, tu as fait moins de résultats. On peut pas dire que la variance était faramineuse. Il y a quand même un lien cause-conséquence qui était hyper visible. Moi, j'ai suivi de l'extérieur. Il n'y avait aucun doute, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'ai survé sur cette vague. Ça a été 2 années magnifiques parce que j'avais une part très confiance en moi, très bien entouré. Et je sentais que j'étais très lucide à ce moment-là dans ma vie, dans ma carrière. Et que toutes mes décisions que je prenais étaient 80-90% bonnes, quoi. Vraiment, je faisais très très peu d'erreurs à ce moment-là. Et après, et donc j'ai sorti un maximum dessus. Après, mes adversaires se sont peut-être un peu mieux adaptés à moi. Et au final, ça s'est devenu un peu plus dur. Et on est arrivé à ce moment-là de ma vie, 2019-2020. Et j'ai décidé de lever un peu le pied. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de me savoir si je suis capable de revenir. Donc, écoute, je fais les efforts nécessaires. On verra si on pourra revenir. Est-ce que tu penses que c'est le lot de tous les grands champions qui ont atteint le sommet de leur art, d'un moment donné, perdre la motive et de devoir repasser dans ce creux ou devoir arrêter ou changer de carrière pour revenir ou pas d'ailleurs, mais comment tu aurais pu faire autrement? Le creux, je pense qu'il arrive à tout le monde. C'est pas nécessairement d'abandonner, au contraire, il y en a très peu qui abandonnent. Mais je ne considère pas d'avoir abandonné, je considère d'avoir fait un choix de vie. Mais je pense que ça fait partie du cycle de la vie, de devoir douter à un moment donné, que peu importe ce que tu fais. Et je pense que le doute est sain. Parce qu'à partir du moment où tu crois tout savoir, c'est à ce moment-là que finalement tu te rends compte que tu sais rien. Parce que vu que tout est en mouvement, que ce soit dans le poker ou dans n'importe quelle activité, si tu n'es pas dans un process de doute, un doute sain, faut pas se torturer la tête non plus, bah, tu te poses pas de questions et donc du coup tu progresses pas. Et c'est important de se remettre en question, je pense. C'est sain, il faut quoi. Sinon tu stagnes, c'est comme l'eau, hein. Si l'eau stagne, à un moment elle pourrit, hein. Il faut bouger, quoi. Ouais, on le voit, c'est l'opposé du syndrome de Dunning-Kruger, tu vas savoir. Dunning-Kruger. Moins on connaît, plus on est certain. Plus on est expert et plus on doute. Bien sûr. C'est directement ce que tu dis, en fait. La force vient de capacité à te remettre en cause, même quand tu gagnes. Ouais. Et peut-être avant d'aller sur aujourd'hui et la suite un peu plus en détail, pour ceux qui connaissent pas trop le monde du poker, tu as des anecdotes un peu avant de te lasser. Ouais. Est-ce que ce milieu t'a fait vibrer quand même? Bah, énormément. Ta finale du main event, incroyable. Et bizarrement, c'était une table
qui était à l'opposé de ce que j'aurais pu l'imaginer avant. Et je l'ai vécu vraiment comme elle est arrivée. Et ça qui était fabuleux, c'est que j'ai pas raté une miette de cette table finale. Et j'étais tellement détaché de l'argent. En fait, je sortais d'une année où j'avais beaucoup perdu en 2016. Pour l'histoire, en 2015, j'avais beaucoup gagné. Je sais pas, je peux donner des chiffres. Oui, tu peux, bien sûr. Bon, j'avais gagné avec mon coach mental en 2015. J'avais pour objectif de gagner 1 million d'euros. Voilà, au début de 2015, je lui dis j'aimerais qu'on travaille là-dessus, mes tournois, mes cash games, comment on fait pour y arriver. Fin d'année, je remplis la case à 95%. J'avais fait une super année en cash game, quelques résultats en tournoi. J'étais très content de moi. Et en 2016, peut-être que je l'ai abordé avec trop confiant, avec moins de questions finalement. J'ai pas répondu. Enfin, j'avais moins de doutes. Et à ce moment-là, j'ai eu une année 2016 catastrophique où j'ai perdu 80% de ce que j'avais gagné l'année d'avant. Et quand j'attaque 2017, j'ai eu un swing financier et je me suis dit mais en fait à quoi bon quoi? À quoi bon? Est-ce que je fais ça pour l'argent? Est-ce que je fais ça pourquoi je suis là? Je peux gagner demain, reperdre après-demain. Et c'est avec ça que j'ai travaillé avec mon coach mental au final. Et pourquoi j'étais là? Et finalement, on a trouvé que finalement, quand j'ai commencé à jouer au poker en 2005 avec mes potes où on jouait des Smarties, c'était pas pour l'argent, c'était pour le plaisir d'être entouré d'amis, pour le plaisir du jeu et le plaisir de la stratégie. Et on a retravaillé ça avec mon coach mental. Donc le plaisir intrinsèque au jeu et pas à se focaliser sur le résultat externe, l'argent. Et c'est pour ça qu'arrivé pendant tout le main event, j'étais complètement détaché de l'argent. Et arrivé en table finale, je me rappelle un moment, on est à 6 left, et je regarde la table et là je regarde le tableau et je vois on jouait pour 8 millions de dollars. Et je voyais les gens stressés et je ris au fond de moi et je me rappelle m'être mordu la langue pour pas rire à éclat tellement que je me rendais que la situation était grotesque et je me foutais de l'argent et que le moment était tellement beau, tu vois, que je prenais tellement de plaisir et je voyais les gens, j'étais dans un état d'esprit différent que les joueurs de la table finale. Pour pour resituer le contexte, ceux qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, il y avait 7000 joueurs au début du tournoi, il y a 10 000 $ à l'entrée. Vous êtes plus que 6 sur les 7000 joueurs de départ, après une dizaine de jours de compétition acharnée, de midi à minuit tous les jours. Vous êtes plus que 6, il y a 8 millions de $ à la clé, c'est ça? Ouais. Et toi, t'as combien assuré à ce moment-là? À 6, on devait toucher 1,5 million. Et tu finiras troisième? J'ai fini troisième. Pour 3,5 millions, c'est ça? Ouais, donc tu joues encore pour 6 millions d'euros et tu étais juste content de te concentrer sur ta stratégie. Exactement, et puis... Pour ceux qui se demandent à quoi servent le coaching mental, ça sert à ça. Alors que 3 ans auparavant, j'étais en table finale à un EPT où le premier prenait 600 000 €, j'étais stressé comme toi. Ouais. Et t'as moins bien joué. Et j'ai moins bien joué. Et j'étais... je me suis rendu compte de l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, j'ai eu comme une prise de conscience, je me suis dit, c'est génial en fait, d'être comme ça. Et je pense qu'il faut se focaliser toujours sur le process et qu'est-ce que tu peux apprendre et surtout le plaisir que tu prends sur le moment, quoi. Peu importe ce que tu fais, si tu prends du plaisir, si tu rigoles, tu vas l'absorber. Tu sais, les enfants, on est tous papas ici. Les enfants, ils adorent jouer. Et si tu veux lui faire apprendre quelque chose qui n'est pas drôle, tu vas avoir du mal à le faire digérer, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est important de prendre du plaisir. Hyper important. Et de vouloir absorber et manger l'information qui est autour de toi, parce que il y a que comme ça que ça marche, quoi. Et surtout, c'est moins énergivore. Parce que si ça te prend la tête ce que tu fais, il va falloir tu vas avoir le cerveau qui va bouillonner, quoi. Il y a 500 ans, Léonard de Vinci disait déjà dans le Codex Atlanticus, si tu veux exceller dans un domaine, paye-toi le luxe de l'aimer d'abord. Exact. Prendre le plaisir, c'est hyper important pour être fort, je crois, dans quelque chose. Mais il y a quand même un truc qui me choque dans ton discours, Benjamin. Tu dis, j'ai travaillé avec mon coach mental et ça a fait toute la différence dans ma carrière. Prendre du plaisir, c'est mon moteur. C'est ça qui a fait que j'ai bien joué. Et tout à l'heure, tu nous as dit, ça m'a piqué l'ego de pas réussir mon comeback il y a quelques années. Ouais. Maintenant, je vais y arriver. Donc, ton moteur, c'est devenu l'ego. Est-ce que tu penses que c'est un problème ou est-ce que c'est un bon moteur? Devenu ou est-ce que ça l'était déjà en partie? On a tous un peu d'ego à ce jeu-là. On a toujours envie tous les joueurs de poker de haut niveau pensent qu'ils sont le meilleur joueur au monde. Tu vois. Enfin, du moins, on a la conviction de l'être, de le devenir ou d'essayer de l'être, du moins. Alors qu'en fait, c'était moi. Et est-ce que c'est une bonne... je pense pas que ça va être ma motivation, mais en tout cas, c'est un déclencheur. Un motivateur? Un élément déclencheur qui me dit, OK, ne pars pas. Ne pars pas comme ça parce que tu vas être déçu de toi, en fait. Donc maintenant, il faut que je retravaille sur moi. Je me remets un peu à l'imitation pour essayer de... Voilà, et
est-ce qu'il y a l'énergie suffisante au fond de moi pour repartir à la guerre comme un longtemps et voilà, parce que c'est beaucoup de concessions, c'est partir, voyager, rester 10 heures assis à une table pour essayer de prendre les meilleures décisions, aussi fines qu'elles soient-elles, tu vois. C'est beaucoup de concessions, surtout quand t'es papa et que t'as une fille qui t'attend à la maison. C'est pas la même chose, quoi. Elle est adorable en plus, alors. C'est gentil. Je sais que les un ou deux tournois que j'ai pu faire après avoir été papa, je me demandais ce que je foutais à la table. Parce que le temps passe différemment. Bien sûr. Donc, il se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures et tu n'as rien fait. Ouais. Tu aurais pu lire X histoires à tes enfants, tu aurais pu répondre à tant de mails en tant qu'entrepreneur. Et d'un coup, tu as l'impression de pas être productif. Alors, je me suis dit, c'est chaud parce que je prends plus de plaisir. Je me sens coupable d'être assis là à rien faire, ce qui est pas du tout la façon dont je le vivais à l'époque. Ouais, bien sûr, je comprends. Du coup, juste une dernière question sur la partie poker. Tu dis, donc, je suis détaché de l'argent, j'en ai gagné beaucoup, et je suis à Las Vegas. Est-ce qu'on est tout le temps en maîtrise, ou est-ce que cette vie aussi monte à la tête? Est-ce qu'il y a des choses bien ou pas bien qui se passent quand on vit cette vie-là? Je pense dans toute activité, il y a des choses bien et pas bien. Et je pense que c'est le moment d'utiliser la carte. Je la reprends alors. Voilà, vous notez qu'il y a un secret en commentaire, vous pourrez essayer de le trouver. Ce qui se passe à Vegas, on le sait. Hein. C'est clair. Alors, on t'a dit qu'il y aurait des petites séquences un peu différentes. On va faire une petite séquence bluff. Donc, l'idée, ça serait que tu nous racontes 2 anecdotes, celles qui ne rentraient pas dans la cage Joker. Okay. Des facts, un qui est vrai, un qui est faux. Et dans l'ordre, évidemment, que tu veux, pour qu'on ne sache pas lequel est lequel. Et Pedro va essayer de te lire. Des facts dans quel lié au poker? À ta vie, à ton parcours, à poker, pas poker. Un trivia sur Benjamin Pollack, que Pedro ne connaît pas. Donc, un truc qu'il ne sait pas qui est vrai et un truc que tu as. Vous auriez dû me dire de préparer ça avant. T'as le temps. Mais je sais pas mentir en vrai. Tu veux pas dire ça pour un joueur de poker, c'est pas possible. Non, mais j'ai la réputation comme quoi je suis le joueur qui bluffe le moins en plus. Et donc t'en profites? Bah, j'en ai profité, oui, bien évidemment. Mais alors c'est marrant, j'en ai une qui s'est passée à Prague. C'était en 2019. Je joue un tournoi à 25 000 € turbo sur une journée. Et donc, c'est un format de jeu qui est très rapide, où on arrive très vite short. Et au bout d'un moment, je pars à tapis contre une personne, et je me rends compte qu'on a tous les deux 10 blindes. Et c'est un Français, que je connais très peu. Et pour le fun, je dis, mais avant qu'il y ait le showdown, ça te dit qu'on soit 10%, comme ça après, on sait pas ce qui se passe, et on voit, en fait, même si tu sautes, on a 10% chez un copain, et ça peut rapporter quelques billes, quoi. Donc, stopper, ça veut dire partager un bout de vos gains et de vos défaites après le tournoi. Exactement. On partage notre action, c'est-à-dire que j'aurai 10% de ses gains, il aura 10% des miens. Il me dit, OK, on tape des mains, ça va très vite. Et je perds le flip. Non, je gagne le flip. Non, c'est quoi l'histoire? Non, je perds le flip. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, je gagne le flip. Le truc, c'est que il avait... Alors... Elles sont pas bonnes, celle-là. Non. C'est un Oscar, si elle est fausse, en tout cas. C'est clair. Tu vas te retourner dans son Mind Palace pour la retrouver. Alors, je gagne le flip, et là, on recompte les stacks. Et en réalité, il avait une demi-blinde de plus que moi. Donc, je passe à 20 blindes, il lui reste une demi-blinde. La main d'après... Un peu plus de jetons, donc il va pas être éliminé. Donc, il n'est pas encore éliminé. Donc, du coup, moi... J'ai encore 10% chez lui, qui est encore en vie, et lui, il a 10% d'une personne qui a 20 blindes, donc il est content aussi. La main d'après, il est all-in UTG avec sa demi-blinde, et je pars à tapis contre la petite blinde avec paire de 9, mec à As-Roi, je saute, et mon ami français avait, je sais plus ce qu'il avait, peut-être valet-dame, il arrive à faire une paire de valets, et il prend le pot intérieur. Donc, il passe à 2 blindes. Moi, je saute. Donc, ayant gagné le flip contre lui, j'arrive à être dans une situation où je saute et j'ai encore 10% de quelqu'un qui a maintenant 2 blindes. Et donc, je pars. Je reviens 5 heures après. Il a le trophée. Incroyable. Combien il a gagné? Il a gagné 350 000. Donc, tu prends 35 000 €. 35 000 €, ouais. Sur un truc improbable. Sur un flip... En fait, je prends 10% de son action sur un flip qui aurait été le cas s'il gagnait le flip. Mais il le perd, mais pourtant, ça a été la situation inverse. Il arrive à finir le tournoi et arriver premier. L'anecdote, on va la mettre en x8 pour les gens qui parlent pas le poker. On la mettra dans un release à côté. Mais par contre, la version courte, c'est... Ouais. Et moi, j'ai adoré, en tout cas. Mais l'idée, c'est... T'as décidé de partager les gains avec quelqu'un qui avait plus qu'un jeton.
T'as finalement sauté avant lui et il a gagné le tournoi. Exactement. Maintenant, la fosse, vas-y, je t'écoute. Et maintenant la fausse. Tu la connaissais cette histoire? Pas du tout. Ah ouais. Ouais, elle a l'air très Donne vraie. encore des tels. Elle a l'air très très Ah, vraie. si c'est la vraie, elle est incroyable. L'Oscar, si c'est la vraie. Ouais. Si c'est la fausse. C'est la fosse. Ah ouais, ça paraissait si vrai que ça. Et Je là, pense que c'était bien. Ouais. on va comparer avec l'autre. Non. Et l'autre, c'est que il y a Sylvain Lousli qui fait le 50 000 € à Barcelone. C'était en quelle année? Un autre grand joueur français. Un autre gros joueur français. C'était en 2016, il me semble. Et on échange par texto et il me dit: est-ce que tu veux acheter 20% de mon action? Et moi, je lui réponds: ok, let's go. Machin. Il gagne le tournoi, il prend 1 million, machin. On est super content. Et il vient me voir, il me dit: je suis dégoûté pour toi, machin, etc. Je dis: comment ça? Et là, je regarde, mon message n'était jamais parti. Non. 200 000 €. Je suis blanc. Je regarde et mon message, mon let's go n'était jamais parti. Je lui réponds: avoir un appel sur le moment, machin. Et le truc, il est jamais parti. À cause d'un clic raté, Un clic ça gratuit, fait ça du m'a 200 coûté 000 €. Ça fait cher le clic. La deuxième a plus de détails. Il a moins cherché dans sa mémoire la deuxième. Je dirais... j'ai un doute maintenant, mais je dirais quand même que la deuxième est fausse. J'en aurais parlé pendant 20 ans de cette histoire si c'était vrai. Il y a des chances que je l'aurais peut-être connu si elle était vraie. Bravo, Pedro, tu passes à 66%. 66% de win rate. Win rate. Non, j'ai une anecdote qui est vraie pour le coup. Allez, on roule. Non, qui est vrai, c'est après ma table finale du main event à Las Vegas. Tu passes à la télévision. Donc à l'époque, c'était sur ESPN en live, sur tous les écrans de Las Vegas et surtout ESPN, sur tous les écrans de télévision américaine. J'ai dû gagner peut-être 10 000 followers sur Twitter en l'espace de 3 minutes. J'avais mon téléphone qui était posé, ça faisait, ils ont mis mon hâte à l'écran, ça fait ta. Donc j'ai gagné 10 000 followers. Et à un moment, il y a quelqu'un qui m'ajoute également sur Facebook, qui vient me parler. Il fait: hey darling, machin, j'adorais venir te voir, je suis avec 3 copines, je suis à Los Angeles, et elle m'envoie une photo de ses boobs. Non, ce qu'on pourrait essayer de deviner maintenant, c'est si c'était des vraies personnes ou si c'était un piège, une arnaque. Nigerian Rope. Ah, mais non, mais alors. S'il y avait vraiment au bout du fil. Non, mais la vraie histoire, c'est qu'elles étaient prêtes, elles étaient 3 nananas qui voulaient venir. Elles me disaient: ok, on arrive, machin, on est à Las Vegas, machin, t'es où? C'était la journée de finale, la table finale, tu vois. Et après, j'ai pas continué à répondre parce que j'étais entouré de potes, etc. Mais c'était peut-être, c'était 3 call girls qui voulaient, je sais pas, certainement me prendre un billet. Je sais pas en fait, j'en sais t'as pas rien, creusé plus. En fait, l'anecdote, c'est pas vraiment que ça, c'est qu'en réalité, j'ai peut-être eu 10 messages comme ça, semblables, des meufs mariées qui m'envoyaient des messages. J'ai une Instagrammeuse à l'époque, mais c'était une mannequin de Sao Paulo avec genre 200 000 followers sur Instagram à l'époque, qui était beaucoup, qui commence à m'ajouter, à me parler sur Instagram, machin, tu vois. Incroyable. Les succès, dès que tu passes à la télé, que tu gagnes du pognon, c'était... Ça fait une belle combo. Ouais. Être grand et musclé, ça doit aider aussi, mais J'étais assis, ça ne pas. ça se voyait pas. Donc pour l'ego, ça doit être pas mal aussi, ça. Ouais, de ouf. Surtout que j'étais célibataire. J'étais fraîchement célibataire. Ouais. Ça a pas joué un rôle sur ta fraîcheur psychologique, le fait d'être fraîchement célibataire, ça t'a pas embêté, ça t'a pas... Non, ça m'a aidé dans le sens où c'était une séparation très dure. C'était janvier 2017, très douloureuse. Et en fait, il y a un élément qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis parti avec 2 potes. On est parti au Panama, puis on a fait Pérou et Bolivie en road trip. Et à marcher, à faire beaucoup de randonnées. On est parti au Machu Picchu, on a fait le désert de sel, etc. Et ça a été un peu un voyage spirituel, quête de sens, etc. À un moment où tu te poses beaucoup de questions avec 2 très bons potes célibataires dans le même état d'esprit que moi. Et ça m'a fait du bien le voyage, de changer d'environnement dans lequel t'es, parce que d'être dans l'appartement où tu as vécu 3 ans avec ton ex, ça te met la tête grosse comme une patate. Je pense que c'est un voyage qui m'a fait beaucoup de bien. Si t'avais enchaîné les 2, séparation, tape finale, t'aurais moins bien joué. Ouais, bien évidemment, bien sûr. Et quand je suis rentré de ce voyage, c'est là où j'ai rappelé mon coach mental en disant je veux prendre du plaisir maintenant. En fait, j'avais tellement souffert pendant peut-être 2-3 mois que j'avais besoin de mettre ça derrière moi et finalement reprendre du plaisir à quelque chose. Et le poker a été cet outil-là de prise de plaisir et c'est là où j'ai commencé à performer encore. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui
t'a fait déclencher le call à ces 3 coachs, le triptyque que tu as décrit tout à l'heure? Pourquoi tu avais compris ça avant les autres? C'est quoi l'élément déclencheur? Mon coach sportif, je l'avais depuis 2012, quand je suis arrivé à Londres. C'était juste un besoin personnel, l'envie d'être en forme physiquement. Je l'associais pas forcément à la performance poker, c'était plus la performance personnelle. J'avais besoin d'arrêter de bouffer du Nutella et de me mettre in shape. Et le coach mental, c'était Pierre Gauthier qui bossait avec Winamax. Ça m'interpellait, en fait, j'étais curieux et je voulais savoir est-ce que il coach certains joueurs de Winamax, est-ce que je vais essayer, en fait. J'avais envie de me trouver des edges là où c'était possible de le trouver et j'ai essayé et humainement ça a très bien fité et je pense que ça m'a fait du bien aussi de parler. J'avais jamais eu affaire à un psy de ma vie, j'avais jamais eu de relation de ce type-là et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien personnellement et tout ce qu'il me disait faisait beaucoup de sens à moi, ça résonnait vraiment très bien chez moi et je pense qu'on a fait un très bon duo, quoi. Tu peux partager des choses qui ont été des déclics pour toi? Dans ce qu'il me disait? Ouais, c'est les racines un peu de ton éclosion. En fait, il faisait beaucoup de parallèles avec le tennis. Et parce qu'il avait coaché Gaël Monfils et Tsonga. Et il me racontait des anecdotes également de doutes, et de remise en question et de performance chez les joueurs de tennis. Et je me reconnaissais tellement. Et ça me faisait du bien de voir que mon process en tant que joueur de poker était similaire à un sportif de haut niveau. Ça me rassurait et ça me donnait de l'estime à ce que je faisais. Parce que je pense que inconsciemment, je donnais un peu pas assez d'estime à ce que je faisais dans le poker. On joue aux cartes, des fois, pas de valeur. Ouais, des fois, je me disais, mais ça n'a pas de valeur ce que je fais. Et le fait que finalement, mon process de doute et de remise en question et de vouloir être meilleure version de moi-même était complètement similaire finalement à un joueur de tennis qui voyage, qui fait des chambres d'hôtel. La seule différence, c'est que moi, je suis une table de poker. Lui, il est sur un terrain de tennis. Pareil. Tu t'es enfin perçu comme un athlète de haut niveau. Exactement. Et à ce moment-là, je me dis, OK, on va aller plus loin. Et c'est là que j'ai travaillé à fond mon mental, où j'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Et là, c'est là que j'ai rencontré en 2017 une nana qui m'a fait commencer le yoga et qui m'a fait rencontrer indirectement après mon coach spirituel qui m'a coaché personnellement pendant 8 mois. Et tout s'est enchaîné en fait. Une fois que tu fais cette 6e place, ta 3e place, j'imagine le bonheur que ça doit être, la célébrité qui arrive, parce que t'étais pas du tout inconnu à l'époque, mais internationalement t'étais inconnu en tout cas, t'étais connu que localement, nationalement. Ta vie change complètement. Comment tu le vis et comment ça se fait que tes résultats n'ont pas changé pendant 2-3 ans? Tu as continué à surperformer alors que ta vie n'était plus du tout la même. Tu avais prouvé, entre guillemets, tu étais devenu célèbre, les joueurs te reconnaissaient à table, ils avaient vu tes vidéos, ils avaient vu tes tels, ils avaient vu ta fréquence de bluff. Comment tu expliques que tu as réussi à surfer, comme tu disais tout à l'heure, alors que ta vie c'est drastiquement l'inverse qu'avant? Ouais, c'est une bonne question. En fait, quand j'ai eu cette performance au Main Event à Vegas, c'était en été 2017. Après coup, il y a la retombée, évidemment, j'ai savouré pendant l'été. Et j'ai rappelé mon coach mental. Et il y avait quelque chose qui était très clair au fond de moi, c'est que j'avais pas l'impression d'avoir prouvé quelque chose. Parce que c'était un one time. C'était, OK, tu fais ta finale du Main Event et tu peux disparaître. Et à ce moment-là, je me dis, OK, t'es là. Maintenant, t'as de l'argent, t'as une bankroll, c'est super confortable, c'est super. Mais t'as rien prouvé du tout. Et maintenant, j'ai envie de me prouver à moi. J'avais besoin absolument pas de prouver aux autres. Et j'avais besoin de me prouver à moi que c'était pas un one time. J'avais besoin de me prouver que finalement tout le chemin que j'ai fait pour en arriver là, c'était un process, mais que le process il n'est pas fini. Il fait juste de commencer et j'avais besoin de me prouver que je pouvais encore surfer sur cette vague et utiliser tous ces acquis et tout était là pour performer en fait. Comme tu disais, j'avais mes coachs autour de moi et j'avais besoin de continuer, j'avais besoin de me prouver que je pouvais encore surfer sur cette vague et faire des performances et c'est ce que j'ai fait. 2 mois après à Barcelone, je deal à 3 le high roller à Barcelone où je prends 700 000. Enfin, j'ai fait 18 mois incroyables à faire performance sur performance et t'es passé à ce moment-là de un peu moins de 4 millions de gains à 13 millions. Ouais. En un an, j'ai fait plus de 7 millions de gains. Ouais. Incroyable. Et ça, c'était pas un besoin de prouver à qui que ce soit. C'était vraiment ultra personnel, ultra égoïste. J'avais besoin de me prouver à moi-même que c'était pas du hasard en fait. Parce que ça aurait pu l'être. Si je fais rien derrière, OK, il a eu son one time, il a fait ta finale Main Event, il a gagné 15 flips d'affilée, bravo. Ah, c'est super, on est content pour toi.
Mais je voulais pas que ça soit ça. Je voulais pas qu'on se rappelle de moi comme ça. Tu vois, j'avais besoin d'enterrer le truc, quoi. Intéressant. Donc l'ego est un bon moteur en fait. Ouais. Mais c'était un ego personnel. C'était pas encore une fois moi contre les autres. C'était moi contre moi, quoi. C'était. Tu voulais pas prouver aux autres, tu voulais te prouver à toi-même, Ouais. mais ça change tout. Est-ce que tu as eu cette croyance en toi que tu étais exceptionnel et qu'il fallait que tu réussisses des choses exceptionnelles? C'est ça le défi? Alors, bizarrement, oui, mais avant d'avoir fait tout ça. Au tout début, tu penses que tu es exceptionnel et après, tu te rends compte que ça suffit pas. Mais quand tu commences à jouer la 1-2 à la CF, tu as l'impression d'être le meilleur joueur du monde. Ouais. Mais voilà. Oui, voilà, c'est très proportion darwinien le poker, c'est ça. Plus tu montes, plus tu retrouves des gens de plus en plus exceptionnels. Ouais, Donc passer à un certain niveau, faut savoir ce qu'on fait qui fait qu'on est meilleur que les autres. exactement. Et je pense qu'à ce moment-là, en 2017-2018, je pense que j'étais juste... j'avais beaucoup de confiance en moi et je pense que j'étais plus motivé et j'avais plus raison d'être là que les autres. Parce que c'est très dur de se trouver des raisons de jouer au poker, à part la finance. Pourquoi je suis là? Les gens, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont envie de gagner, machin. Et moi, j'avais des vraies raisons personnelles. Et je sentais que ça, c'était faisait la différence. Je me sentais, quand j'arrivais sur un événement poker, je sentais que c'était chez moi, quoi. Et que j'y allais pour des vraies raisons, quoi. C'était quoi les vraies raisons? Bah, ce que je disais, j'avais besoin de me prouver, de faire des performances, et c'était des motivations intrinsèques. Vraiment, c'était pas aller chercher de l'argent ou quoi que ce soit, j'avais besoin de me prouver quelque chose, quoi. La réalisation aussi que tu pouvais divertir les gens à la télé comme Nadal pouvait divertir les gens à la télé? Ou pas, tu pensais pas à ça? Non. Je pense, bon, il y avait évidemment des gens qui me suivaient, j'avais une communauté, mais c'est très spécial. Enfin, c'est pas autant mondialement connu que le tennis ou toi ou d'autres sports. Je faisais pas trop attention à ça. Je faisais juste attention à ma carrière et à l'envie d'être l'un des meilleurs. Et quand j'ai frôlé ça, quand j'ai eu l'impression de toucher ça, c'était en septembre 2018, quand je gagne le high roller à Vegas, à Barcelone, un tournoi à 50 000 où je prends 1 million. C'est donc mon premier trophée vraiment high roller. Là, j'ai eu l'impression d'avoir touché mon pic de ma carrière et j'ai senti une légère démotivation après. Et c'est là que j'ai senti après, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je fais, etc. Et voilà. On a un petit rituel dans Route pour pouvoir aborder le thème de ton enfance et d'où vient ce parcours exceptionnel à la base. Nicolas, une petite surprise pour toi. Alors comme t'es magicien, je vais te faire un tour de magie. Yallah, allez. Tiens, est-ce que tu peux mélanger la moitié et toi aussi? Voilà. Un jeu bien mélangé. Et j'ai pris ce jeu particulièrement mélangé parce qu'en fait, je vous ai demandé de manger parce que je n'utilise pas du tout le jeu. Je vais juste retirer quelques cartes dans le jeu, les 6 et les 9. L'idée, c'est de démontrer avec les cartes un phénomène de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la vie, des fois, on essaie de faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Et ça, on peut le voir avec les cartes. Des choses qui ne fonctionnent pas ensemble, c'est par exemple des choses qui ne se mélangent pas. Et là, tu vas retrouver un thème bien connu en magie. L'huile et l'eau. Donc, comme quand on mélange de l'huile et de l'eau dans un outil, au début, on a l'impression que ça se mélange, et puis plus on attend, plus on voit que ça ne se mélange pas. Donc là, on va le faire avec les 6 et les 9. Est-ce que tu as une préférence? Tu veux prendre, je les ai tous là? Ouais, je crois. Ouais. Est-ce que tu veux prendre plutôt les rouges ou les noirs? On va prendre les rouges. Ok. Donc, je vais juste vérifier que j'ai bien tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, toi, tu prends les rouges, et moi, je prends les noirs. On va les mélanger ensemble de manière à ce qu'il y en ait une de chaque. D'accord? Donc toi, tu vas distribuer les rouges dans ma main. Voilà. Donc ça, c'est les rouges. Pas encore tricher. Et moi, je vais distribuer les noirs, fatalement. D'accord. Voilà, une chacun, comme ça, de manière à ce qu'elles se intersectent une par une. Parfait. Donc là, si on attend un petit peu, si ça marche, Impossible. les rouges et les noirs vont Non. se séparer. J'ai regardé vraiment très attentivement. T'as regardé très attentivement. Oui. Alors attends, je fais tout doucement, pas de faux Et je suis du mouvements bon parce côté que j'ai en pas de plus. tapis. Voilà, si on attend un petit peu, sur le dessus, on devrait normalement pouvoir voir que les rouges sont remontés. Et donc fatalement, si les rouges sont remontés, c'est qu'ici on a les noirs. Magnifique. On peut le faire plus vite et plus clair encore. Pour le faire plus vite et plus clair, il faut le faire face en l'air.
Alors, face en l'air, les gens aiment bien parce que du coup, on voit tout. Je mets les rouges dans les noirs, une par une. Ah, attention. Voilà. Et je compte sur toi, Pedro, pour vérifier que je suis honnête. Les rouges rentrent dans les noirs, comme ça. Et quand elles vont s'égaliser, on va les voir remonter un peu comme les doigts. Tac. Ça se sépare. Et ça revient. C'est propre. Mais il y a un problème. Si les rouges et les noirs ne se mélangent pas, pourquoi je le fais avec les 6 et les 9 ? Je pourrais le faire avec n'importe quelle carte. Je pourrais le faire avec toutes les cartes. Et au début, je vous ai demandé de bien mélanger. Et j'ai mis le jeu loin pour ne pas pouvoir le toucher. Ouais, non. Non, je refuse. Non. Ça va m'énerver. Ah là 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 là. Bravo. Le 7. On n'a pas attendu assez longtemps. Ah, magnifique. Waouh. Voilà. Waouh. Bravo. Benjamin Pollack, est-ce que tu retournes en Pellani. enfance ? Ça t'a ramené en enfance ? On va pouvoir continuer l'interview. Ouais. Bravo. C'est ta participation. Bravo. On aurait pu t'en demander d'en faire un aussi. C'est basique. Hein. Tu es passionné de magie, toi aussi, depuis quand ? J'ai commencé avec 10 ans. Ouais. J'ai rencontré un magicien au Club Med à la montagne et j'étais fasciné par ce qu'il faisait. Je voulais absolument comprendre ce qu'il faisait et j'étais surtout fasciné de voir l'énergie et l'atmosphère et la tension qu'il arrive à créer chez les gens. Je dis, mais c'est magique. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se faisaient chier à table et ils arrivent, tout le monde s'éclate de rire, rigole, mais c'est magnifique. Je dis, c'est un pouvoir somptueux de faire ça. Et je l'ai accroché la béquille pendant toute la semaine. Comment tu fais ? Il m'a donné une adresse de magie à Paris. Il m'a dit, va là-bas. Et c'était Maillet Magie Moderne à Paris. Institution, oui. Voilà, une institution. Et j'y suis allé. J'ai acheté ma première cassette VHS du Vivier à l'époque. Et ça a commencé comme ça. Ouais. On peut changer le plan. Est-ce que, Benjamin, cette envie de comprendre ce qu'il y a sous le capot, c'est ça qui t'a aidé à devenir plus fort au poker, c'est ce besoin de comprendre, d'être fort, de comprendre les maths qu'il y a derrière le poker, la psychologie qu'il y a derrière le poker. Peut-être. De constamment regarder de lire entre les lignes, c'est d'aller voir plus loin. Cette sensation aussi, cette volonté de faire les choses différemment. Quand tu es magicien, tu es forcément un peu différent des autres. Dans un groupe de personnes, tu décides d'être différent et te proposer en tant que showman et de proposer quelque chose. Donc, déjà, tu prends une posture qui est différente des autres. C'est un spectacle. Tu joues un peu un rôle, un peu comme dans le poker. Quand tu joues le rôle c'est un jeu de rôle aussi, le poker un peu. Et je pense que tout ça, c'est des outils que j'ai vécu et utilisés depuis que j'étais tout petit. Donc du coup, peut-être que ça a été un peu plus inné chez moi après. Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il y a un côté, j'ai envie de piéger l'autre et d'être du bon côté du piège ? En magie, t'as le piégeur et le piégé, le magicien et le spectateur. Est-ce qu'au poker aussi, t'as le gars qui tend le piège et l'autre qui tombe dedans ? Est-ce que c'est le même moteur ? Je l'ai jamais vu comme ça. Non, moi je pense que ce qui m'a aidé, surtout, ça a été de canaliser mes émotions. Pendant les gros moments de bluff, parce qu'en magie, à un moment, il faut faire des misdirections. On est constamment en train de faire des choses pendant qu'on parle. Et savoir garder son sang-froid et pouvoir regarder dans les yeux de la personne tout en faisant, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille et savoir, voilà. Et c'est une énergie qu'on apprend à canaliser et qu'on apprend à maîtriser. Et c'est une petite peur qu'on apprend à accepter finalement et vivre avec pendant l'interprétation. Et dans le poker, quand tu es en gros bluff, c'est un peu pareil. C'est un peu la même émotion. Savoir la canaliser, bien respirer, pouvoir regarder dans les yeux de son adversaire pour essayer de laisser transparaître beaucoup de confiance et d'apaisement et de toi d'être quelqu'un de très naturel alors que tu es complètement en train de fondre avec hauteur 7. Et je pense que ça m'a aidé, ça. C'est de savoir gérer ses émotions. Une sorte de bluff. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs ou dans des métiers de business development, de commerciaux, je sais que moi, je retrouve beaucoup ça dans l'entreprise, dans la stratégie, quand on est en train de pitcher un client et que c'est pas qu'on est en train de bluffer, mais c'est qu'on sait très bien qu'il a vu peut-être des gens avant, des gens après, qu'on est en compète et que peut-être il y a des trucs qui sont 100% bien, mais d'autres qui le sont moins et qui pourraient nous coincer sur un détail de la proposition. C'est Marc Simoncini qui disait l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est que du bluff. C'est pour percer, voilà. J'espère que c'est un peu faux. Oui. Mais il y en a une grosse partie d'animer les gens. Ouais, voilà. Ouais. Tu crées des histoires, quoi. Tu racontes des histoires.
Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'anime pour la suite? Ou qui t'a déjà animé par le passé? Alors possiblement, ouais. Après, il faut que je trouve simplement mon mojo. J'ai quelques idées en tête, mais encore une fois, la vraie nécessité chez moi, c'est une prise de plaisir et d'aimer ce que je fais. J'ai eu la chance d'aimer plus que tout la magie quand j'étais gamin. J'ai eu l'énorme chance, comme vous, d'être tombé amoureux du poker parce que ça a animé une partie de notre vie et on en garde tous des très bons souvenirs. Et je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est important aussi de prendre du plaisir dans ce que je vais faire. Donc je commence à tâter et une fois que j'aurai trouvé le truc, j'irai à fond et avec la banane, j'espère, quoi. Ouais. La banane sinon rien. La banane sinon rien. Ouais. C'est quoi le lien entre tout ça du coup? Donc c'est les cartes, c'est un lien évident, physique. Mm-hmm. Et toi, émotionnellement, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu te définirais en une phrase si tu arrives à faire cet exercice? Par rapport à quoi? Ta vie, ta carrière, ta vie professionnelle. C'est quoi le fil rouge qui t'anime et qui te pousse à faire tout ce que tu fais, aller chercher un coach mental, spirituel pour se remotiver à gagner au poker ou devenir le meilleur? C'est pas commun, c'est pas quelque chose que les gens font. D'où vient ce feu d'être le meilleur? Je vais te dire le slogan d'une marque très connue, Think Different. Je pense que c'est la volonté de cultiver la différence. Et d'avoir la sensation on est tous différents, mais d'avoir vraiment la conviction et d'avoir envie de cultiver ça, et ce qui fait la richesse de la vie. Et j'avais surtout pas envie d'être un mouton. Et le peu de fois dans ma vie où je l'ai été, où j'avais la sensation de l'être, c'est quand j'étais dans mon école d'ingénieur avec ces 300 personnes, etc., où je suis arrivé au bout de mon école d'ingénieur, mais je sentais pas que c'était fait pour moi. Et j'ai travaillé également 3 mois dans une société en tant que consultant en SAP. J'étais en costard cravate. Et je ressemblais à tout le monde dans le métro. Et je me disais, je peux pas. Et on me vendait c'est la boîte me vendait pour 1500 € la journée à L'Oréal, alors qu'ils me venaient de me former pendant 3 jours. Je comprenais rien à ce que je faisais. Je me disais, c'est une blague absolue. Et oui, consultant SAP, ça facture pas mal. Ça continue. Hein. Ouais, ça marche bien toujours. C'est du vent. Hein. Et bref, moi j'avais besoin de cultiver ça parce que déjà j'ai été magicien avant, donc du coup j'avais eu la sensation d'être aussi un peu différent dans la cour de récréation. Quand tu fais des tours de magie à tes potes, t'es le seul à faire ça, donc tu te sens un peu différent. Et et je pense que j'avais besoin de cultiver ça. Le poker en faisait partie, de se lancer le défi d'être joueur de poker pro. À l'époque, ça paraissait lunaire mais très spécial. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs de poker de très haut niveau, donc on est un peu moins spécial d'aujourd'hui. Ouais, mais on l'est toujours. Dans un milieu où on en voit beaucoup, ça reste quand même surprenant pour oui, bien sûr. Moldu. Bien évidemment. Avec toute l'affection que je leur dois. Ça veut dire qu'en gros, te sortir de la masse, te différencier, c'est vraiment ça ton... Ouais, Tu voulais pas être un mouton, c'est ça. Et puis me différencier dans le bon sens, enfin dans le sens du bon côté, et pas prendre le mauvais chemin. C'est pour ça que c'est très important de s'écouter. Et je pense que la méditation fait partie du process pour s'aider à s'écouter et à comprendre où tu as envie de te développer. Et ce qui est très important, c'est de se développer. Et quand tu commences à te développer seul ou même un peu avec un réseau, tu te différencies. Vous, votre structure, vous essayez de la différencier par rapport aux autres et pas de copier. Donc que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue entrepreneurial pour une entreprise, on essaie toujours de se différencier. Je m'excuse par avance pour cette question parce que je sais que tu n'as plus de joker. Qu'est-ce qui va se passer si dans les mois qui viennent, tu donnes le meilleur de toi-même, tu reviens dans le monde du poker et tu rates? Et que les résultats sont pas là? Ça veut dire que je suis encore dans le process. Ça veut dire qu'on continue, quoi. En fait, je pense que, et si je peux me permettre financièrement, parce qu'à un moment, on arrive au bout du tunnel financier, si jamais on fait les high rollers, mais non, ça devrait aller, mais je pense que après, évidemment, mais ça fait plus ou moins 1 an que je reviens, que je fais 2-3 étapes par an, et que j'ai pas fait de résultats, et je suis encore là, et ça veut dire que j'ai envie de continuer, que je fais pas forcément les choses correctement, et ça m'apprend à retrouver une discipline dans mon quotidien aussi. Parce que quand j'étais papa, comme on disait, ça bouscule beaucoup son quotidien. On devient, tout d'un coup, on pense énormément à l'autre, à son enfant, à sa famille. On est beaucoup moins égoïste ou égocentrique que le poker a besoin d'avoir. On a besoin de penser à soi, à l'image qu'on perçoit, à être en forme. Donc c'est une activité très égoïste. Et quand t'es papa, tout d'un coup,
tu l'es Ton plus. focus, il est ailleurs. Il est ailleurs et c'est très bon. Et j'ai goûté à ça, de donner de soi, c'est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai goûté aussi un peu au coaching, à vouloir donner ce que j'ai pu apprendre. Mais il faut pas s'oublier là-dedans. Je pense que c'est aussi important de penser à soi et d'avoir du temps pour se développer. Sinon, après, à force de donner, mais on a plus rien à donner. Et voilà, c'est pour ça que je me remets dedans, quoi. Alors, quelle différence entre le Polak qui faisait les choses bien, comme tu dis tout à l'heure, à l'époque, qui s'est bien entouré, et le Polak d'aujourd'hui qui dit je veux vraiment prouver, mon ego a été piqué, je veux prouver que je suis le meilleur, mais qui s'est toujours pas entouré et qui dit qu'il devrait le faire. Ouais. C'est quoi le déclencheur de l'époque que t'as plus maintenant, que t'as perdu? Alors non, en fait, je pense que c'est important de s'entourer, m'entourer encore avec Pierre Gauthier. Je pense que, et c'est pour ça que j'avais essayé de changer il y a 1 an et demi, ça n'avait pas matché, mais je pense qu'avec Pierre, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire d'un point de vue coaching mental, et ça a une collaboration qui a duré 6 ans. Ah, quand même. Et il me connaît très bien, et c'est vrai j'ai refait un coaching mental avec lui, c'était fin 2023. Ça n'avait pas le même impact, je sentais que c'était pas, si je devais avancer, que c'était plus avec lui en fait. Parce que j'étais un autre Ben, et qu'il fallait que je voie les choses différemment. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le bon coach, mais c'est certain que c'est nécessaire d'être entouré, que ce soit un coaching mental, que ce soit une femme aimante, que ce soit des parents qui te soutiennent. Il faut être entouré, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui t'empêche de le chercher là tout de suite maintenant, demain matin? Alors rien. J'attends peut-être je sais pas, l'opportunité qui arrive, la belle rencontre, la belle poignée de main, le regard qui match, et tu vois ok, on bosse, quoi, tu vois. Ok, si tu devais laisser nos auditeurs, merci pour tout ce temps, si tu devais laisser nos auditeurs avec un conseil, notamment, je pense, dans ton carrière, ce qu'on retrouve, c'est mélanger la passion et la performance. Quel serait ton conseil à donner? Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, je pense que c'est très important. Cherchez ce que vous aimez faire, et surtout ne lâchez pas le ballon, quoi. Allez-y à fond, parce que c'est très rare d'aimer. C'est une opportunité d'aimer quelque chose, que ce soit d'aimer quelqu'un ou une activité. Allez-y à fond, quoi. Et si vous ratez, doublez l'effort et allez-y, parce que tant que vous avez le sourire, ça sert à rien d'aller sur le banc de touche. Faut continuer, quoi. Benjamin Polak, merci beaucoup. Merci. On a beaucoup apprécié ce moment, je pense, pour avoir parlé pour nous deux, avec beaucoup d'intimité et de sincérité. Et je pense, voilà, pour tous ceux qui cherchent à travailler, à progresser aussi dans leur vie, de voir comment être excellent dans ce qu'on fait n'empêche pas d'avoir des doutes. Comment finalement, j'ai l'impression que ton parcours, c'est aussi une recherche de toi, et que tu te dis, je vais voir, quand on demande ça te dira quoi l'échec, tu diras c'est un feedback qui me permettra de savoir qui je suis, où j'en suis. Je trouve que c'est une approche hyper rafraîchissante, et merci d'avoir partagé. Merci à vous. Tout le meilleur pour la suite. Merci les gars.